Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat pour une matinée spéciale consacrée aux travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la lutte contre le dopage. Mercredi dernier, les sénateurs ont auditionné Denis Masseglia. C'était la veille de sa réélection à la tête du Comité national olympique et sportif français. Audition que je vous propose de suivre tout de suite. Chers collègues, si vous voulez bien prendre place, nous auditionnons maintenant M. Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français, CNOSF. Je rappelle une ultime fois, puisque c'est la dernière audition aujourd'hui, au public qu'il n'y a aucune manifestation possible d'approbation ou de désapprobation. Et je dois informer la personne auditionnée qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible de sanctions pénales. Mais, Monsieur Masseglia, vous avez l'habitude de nous rendre visite et nous vous en remercions encore. Je vais vous demander, parce que c'est la procédure des commissions d'enquête, de dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le Président. Le déroulement concret de notre rencontre, c'est de vous donner la parole pendant un quart d'heure. Alors c'est pas plus ou moins 2 minutes, hein. Prenez le temps qu'il faut, mais c'est de l'ordre d'un quart d'heure pour nous dire quel est votre sentiment sur la lutte contre le dopage. Et ensuite, les membres de la commission présents, à commencer par notre rapporteur, que vous connaissez également très bien, seront chargés de vous poser quelques questions complémentaires pour essayer de parfaire notre connaissance en la matière. Donc, Monsieur le Président, nous vous écoutons. Vous avez la parole. Merci. Alors, si vous le voulez bien, je pense que on peut commencer, puisque l'interrogation première est de donner le sentiment par rapport à la lutte contre le dopage, de dire que, pour moi, lutte contre le dopage, santé des sportifs, lutte contre l'autre fléau, qui est la suspicion de dopage, sont autant de paramètres qui sont liés et que, finalement, compte tenu de tout ce que l'on a vécu, il y a une nécessité absolue qui consiste à se dire que tout l'arsenal que l'on peut mettre en œuvre pour regarder un sport qui soit le plus propre possible, le plus en adéquation avec les valeurs qu'il apporte à l'être humain, bien cet arsenal est un mal nécessaire avec lequel il faut vivre, même si parfois cela crée des contraintes. Et j'espère que finalement les progrès à la fois de la législation et de la science seront d'abord au service du sport et de l'individu plutôt qu'au service de ceux qui voudraient tricher pour arriver à en tirer profit. Alors il y a plusieurs aspects qui doivent intervenir. D'abord, je pense que ça rejoint la problématique que j'ai indiquée à de multiples reprises. Pour moi, tout commence lorsqu'on est jeune. C'est-à-dire que de la même manière qu'on doit inculquer à un jeune l'envie de faire du sport, et je voudrais juste préciser, même si c'est sans rapport avec le dopage, qu'il y a un jeune sur 3 en France qui ne fait pas de sport et que ça devrait être une des interrogations prioritaires de tous les gouvernants. Ceci étant dit, si je reprends, tout commence au plus jeune âge et de la même manière qu'on doit inciter les jeunes à faire du sport, on doit aussi sensibiliser ceux qui en font et qui font de la compétition au fait que d'abord le sport c'est une pratique qui se fait avec de la loyauté et du respect et que par ailleurs il y a aussi à travers des pratiques illicites la mise en danger non seulement de soi-même mais aussi de ce qui fait le fondement pour lequel les jeunes s'engagent, à savoir une pratique loyale. Donc, ne pas oublier que
les aspects de prévention sont un des moyens incontournables de lutter contre le fléau du dopage. Ensuite, lorsque l'on est avec la lutte antidopage, il y a à la fois tout ce qui concerne les mesures qui sont prises pour les sportifs de haut niveau et celles qui peuvent intervenir pour les pratiquants dits de deuxième niveau et qui sont contrôlés aussi parce que c'est nécessaire. Donc les moyens à mettre en œuvre pour les uns et les autres ne peuvent pas être mis sur le même pied. Et pour ce qui concerne la pratique des sportifs de haut niveau, il est évident que, et c'est souvent le cas dans les interviews que les athlètes accordent, il y a un prix à payer à ce que les contrôles et les dispositifs, même s'ils sont contraignants, sont la meilleure garantie pour que le sport qui est pratiqué ne souffre, alors on va dire d'aucune suspicion, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de suspicion ou que la suspicion soit la moindre possible. J'ai beaucoup entendu parler les athlètes sur les contraintes que posait le système Adams. Bon, ils n'ont pas tous la même opinion et à la limite, je dirais que c'est assez logique que les sportifs ne s'expriment pas d'une même voix sur un sujet comme celui-ci. Il n'empêche que je pense que, ou je trouve que majoritairement, ils s'expriment pour le fait que même si ça leur crée quelques difficultés, c'est une manière pour eux de garder à l'esprit un sport propre qui est, je pense, quelque chose de satisfaisant quand on les entend s'exprimer ainsi. Maintenant, je crois qu'il faut le dire comme beaucoup d'autres l'ont dit auparavant certainement, nul n'est à l'abri d'une initiative personnelle ou de chimères que l'on peut faire briller auprès de quelqu'un qui, à un moment, est peut-être sensible à un discours qui peut lui être tenu, comme quoi il pourrait améliorer ses performances par tel ou tel moyen, dont en particulier des moyens dits ultramodernes qui pourraient être des produits indétectables dans le contexte actuel. Ce qui me semble être important aussi à souligner, c'est le fait qu'en ayant admis que les techniques de congélation de l'urine et du sang pouvaient, jusqu'à un délai de 8 ans, permettre de détecter des produits qui, à l'instant du prélèvement, sont indétectables et qui représentent, au cas où ils seraient décelés par la suite, une formidable épée de Damoclès sur la tête de celles et de ceux qui auraient contrevenu aux règles, ça me semble être quand même un élément essentiel et on a vu des athlètes disqualifiés et sanctionnés 1 an, 2 ans, voire 3 ans après. Je pense que cet exemple-là est quelque chose d'extrêmement positif, si je peux me permettre l'adjectif, pour l'efficacité de la lutte antidopage et que cela constitue pour les apprentis sorciers une forme de doute quant à l'efficacité de ce qu'ils pourraient mettre en œuvre. Maintenant, on n'échappera pas à ce que certains se disent que le produit qu'ils pourraient utiliser est tellement indétectable ou tellement en avance que jamais de la vie, etc. etc. Si je prends le fruit de l'expérience, au-delà des athlètes qui ont pu être sanctionnés grâce à des prélèvements congelés, il y a aussi la prise de conscience pour beaucoup du fait que l'omerta passée n'est plus aussi d'actualité. Et si Lance Armstrong est tombé, ce n'est pas parce qu'on a détecté des produits interdits dans des échantillons congelés, c'est parce que le poids de la conscience a fait qu'il a été lui-même dénoncé par d'autres. Et donc, ce contexte-là me semble aussi être important. Il y a
il y a quelque part une forme de... Comment dire, une forme, c'est le mot prise de conscience qui me semble le plus adapté dans celles et ceux qui ne resteront pas complices d'un système pour peu qu'ils en aient connaissance. Alors, je ne veux pas être non plus dans un contexte de naïveté absolue ou bien d'angélisme. La tricherie fait partie aussi de la nature humaine. Il n'empêche qu'au plus on le prend en amont, au plus on sensibilise et au plus on menace de sanctions, on va dire qu'au moins il y aura de risques. Et que de ce point de vue-là, moi je fais partie de ceux qui indiquent qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits en matière de lutte antidopage et par là même en matière de l'autre fléau qui, pour moi, est important à souligner, qui est celui de la suspicion de dopage, parce qu'il ne faudrait pas que l'on pense qu'il n'y a que les vainqueurs qui peuvent être dopés et que ceux qui perdent, eux, sont forcément parfaitement propres. Il peut y avoir aussi dans ceux qui perdent des gens qui sont dopés et fort heureusement dans ceux qui gagnent des gens qui ne le doivent qu'à leur talent et à leur travail. Voilà, donc ceci étant dit, nul n'est à l'abri d'une approche individuelle. Ça nécessite forcément une sensibilisation permanente, notamment chez les jeunes. Ça nécessite aussi une approche indéniable sur le plan de la fiabilité technique et médicale. Et de ce point de vue-là, à la fois le passeport biologique et l'établissement de paramètres incontestables fait aussi partie des progrès sur lesquels on peut s'appuyer pour indiquer que la lutte antidopage a fait d'incontestables progrès. En tout cas, tout ce qui peut être dissuasif comme mesure est à souligner et à prendre en considération. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre paramètre sur lequel, personnellement, j'ai une opinion et où je ne suis pas sûr qu'elle soit forcément partagée. Autant je suis contre une sanction pénale du type peine de prison parce que celui qui a triché, c'est quand même pas un hors-la-loi au même titre que d'autres. Autant il y a un préjudice à l'image du sport pour celui qui a triché, que ce soit par le dopage ou par la corruption. Et il ne me semblerait pas inopportun d'imaginer des sanctions financières à l'égard de ceux qui sont accusés. Alors après, il faut évidemment peser les conditions dans lesquelles ça se serait produit, mais moi je suis favorable en tout cas à ce qu'il y ait des sanctions financières pour atteinte à l'image du sport. Que ce soit en matière de dopage, de corruption ou autre, ou de violence même, hein, ou de violence, parce que la violence fait aussi partie des aspects pervers sur lesquels on doit souligner la nécessité de lutter. Merci, Monsieur le Président. Avant de donner la parole à notre rapporteur Jean-Jacques Lozach, je souhaiterais que nous vous posions une première question. Quelle appréciation portez-vous sur l'engagement du CIO à travers sa commission médicale dans la lutte contre le dopage? Pour vous, ces moyens humains et financiers sont-ils suffisants? Alors, d'abord, on peut souligner que le CIO a été en position extrêmement volontariste pour créer l'Agence mondiale antidopage et harmoniser en quelque sorte entre les différents sports à la fois l'arsenal des sanctions et les politiques de prévention. Donc, on peut toujours indiquer qu'il n'en fait pas assez, etc. Mais je pense que sans la volonté du CIO de mettre en avant un certain nombre de mesures, on ne serait pas arrivé au progrès dont je me faisais l'écho précédemment. Certes,
certes. Pour qu'il le fasse, il a fallu qu'il y ait des cas. Donc à un moment, il a fallu, on va dire, qu'il y ait des difficultés suffisamment importantes, suffisamment médiatisées, suffisamment connues pour que la réaction soit à la mesure du fléau. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas l'avoir fait de manière plus anticipée. Je ne vais pas parodier ce qui avait été dit un jour, tout le monde savait mais personne ne savait. C'est vrai que c'est un reproche qui peut être fait, mais à beaucoup, comme quoi à un moment, l'absence de preuves absolues fait que les présomptions ne doivent pas valoir une action qui peut aussi être parfois synonyme de difficulté. Je me rappelle, je ne sais plus en quelle année, mais je pense que on pourrait retrouver le détail de l'affaire où la Fédération internationale d'athlétisme se sentait complètement démunie par rapport à Butch Reynolds, ce qui lui avait, par l'intermédiaire de tribunaux américains, la capacité de mettre la Fédération d'athlétisme en réelle difficulté financière. Donc ça fait réfléchir celui à qui incombe la sanction par rapport aux conséquences que la sanction peut lui faire subir du point de vue de son existence même. Donc il y a une logique aussi dans la réflexion que le dirigeant sportif peut avoir, non pas dans sa volonté de lutter, mais dans l'appréciation des risques encourus, notamment par rapport à une décision de justice qui pourrait lui être défavorable, non pas sur le fond, mais sur la forme. Et c'est valable aussi pour le CIO parce que personne n'est à l'abri. C'est pour ça que le fait d'avoir associé les États à une cause humanitaire, qui est la lutte contre le dopage, fait qu'il y a plus de garanties par rapport à la solvabilité d'un organisme qui, quel qu'il soit, prend des risques à partir du moment où il s'attaque à un individu. Merci. Jean-Jacques Lozach. Oui, Président, merci pour votre contribution à notre réflexion concernant la lutte antidopage. Une question que l'on pose traditionnellement quand on a affaire à des parcours comme les vôtres, c'est-à-dire être un sportif de haut niveau avant d'exercer des responsabilités fédérales. Est-ce que justement, lorsque vous pratiquiez l'aviron, vous aviez été personnellement confronté à des problèmes de dopage? Est-ce que l'aviron peut faire éventuellement partie des sports à risque au regard de cette incitation à recourir au dopage? Alors à titre personnel, mon meilleur titre de gloire, c'est d'être 10e en championnat d'Europe d'aviron. Bon, j'ai quand même été en équipe nationale, mais sans être à un très haut niveau. Moi-même, je n'ai pas de mes yeux vu, pendant les 2 ans où j'ai été en équipe nationale, de pratiques illicites. Bon, par contre, j'ai quand même des contacts avec des rameurs qui étaient mes coéquipiers à l'époque ou qui, eux, ont fait une carrière. Et je sais que certains d'entre eux indiquent qu'ils ont été privés d'une médaille olympique par des gens qui leur ont dit eux-mêmes avoir été dopés. Donc en 80, pour ne pas citer d'autres exemples, le 4 de coupe français a fini 4e à une demi-seconde d'un 4 de couple bulgare qui lui a fait 3e et où les rameurs bulgares ont indiqué aux rameurs français ce qu'il fallait faire pour pouvoir être médaillé la fois d'après. Bon, c'était en 80. Par contre, si on se ramène aux années plus récentes, il y a eu des cas. Alors moi j'ai fait partie pendant 12 ans de la Fédération internationale d'aviron. Dans cette fédération, la particularité était, on punit d'une exclusion à vie à la première incartade en matière de dopage dur. Avant que l'AMA existe, et on a eu beaucoup de discussions au sein du Conseil pour dire est-ce que cette règle, qu'on était quasiment les seuls à avoir, à l'époque, et je vous parle de ça, c'était au début des années 2000. Est-ce que cette règle est efficace ou pas? Moi, je faisais partie de ceux qui disaient on ne condamne pas à mort d'entrée, on laisse la chance à chacun de pouvoir se rattraper.
la création de l'AMA et du Code mondial antidopage a accéléré la procédure et désormais la Fédération internationale d'aviron a, comme d'autres fédérations, les mêmes règles qui sont celles de l'AMA et donc on est sur 2 ans pour un cas de dopage avéré à des produits particulièrement nocifs et puis la punition à vie lorsque il y a récidive. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans le cas, et il y a eu un cas, alors je ne sais plus si c'est il y a 4 ou 5 ans, mais le cas de plusieurs équipages russes qui ont été contrôlés positifs et où la Fédération internationale d'aviron a indiqué qu'elle n'accepterait plus d'engagement de rameurs russes tant que la Fédération russe n'avait pas changé de dirigeant. Et la Fédération russe a changé de dirigeant, changé d'encadrement, changé d'entraîneur pour pouvoir bénéficier d'un minimum de confiance permettant de reconnaître comme logique le fait que des rameurs russes peuvent s'engager. Donc, même dans le sport qui est le mien, il y a eu effectivement des cas. Donc, bon, ils sont pas légion, fort heureusement. Est-ce qu'on lutte suffisamment? Je l'espère. On ne le fera jamais assez. En tout cas, les rameurs se confortent volontiers aux règles qui sont indiquées. Je n'ai jamais vu personnellement, ni sur un bassin national, ni sur un bassin international, de récrimination à l'idée qu'il fallait se soumettre à un contrôle avant, après, en inopiné ou autre. Voilà. Donc, on va dire que les règles des politiques antidopage sont parfaitement assimilées dans le milieu, ce qui, pour autant, ne le garantit pas contre le risque zéro, enfin, avec le risque zéro plus exactement. C'est vous qui fédérez l'ensemble du mouvement sportif, l'ensemble des fédérations, notamment des fédérations olympiques. Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'une inégalité de traitement entre les disciplines en matière de contrôle, en matière de sanctions, etc. Est-ce que vous croyez qu'en la matière, il y a des progrès significatifs à apporter? Je ne sais pas si on peut le dire en termes de progrès significatifs. Ce que je crois en tout cas, c'est qu'il faut tout faire pour éviter que l'on puisse penser qu'il n'y a pas de traitement égalitaire entre les uns et les autres. Donc je suis favorable à ce que l'on puisse imaginer une forme de cohérence qui évite à penser que le traitement serait laxiste pour les uns et que pour les autres, il y aurait une certaine mansuétude à l'égard de ce qui se passe ou qu'il n'y ait pas de politique suffisamment volontariste chez les uns par rapport aux autres, etc. Donc, tout ça correspondait au but de la fondation de l'Agence mondiale antidopage, mais il peut y avoir effectivement des mesures qui permettent d'améliorer le dispositif. Et les moyens existants actuellement sont suffisants pour atteindre les objectifs que vous décrivez à l'instant? Donc de demander un complément dans la question, quand vous dites les moyens existants, c'est en termes de quoi? En termes d'arsenal de technique, de contrôle, ou arsenal juridique de sanctions? D'une part, les contrôles techniques, et ensuite, les éléments de législation qui permettraient, et s'ils sont insuffisants, d'améliorer les choses. Alors, en ce qui concerne d'abord les contrôles, et en particulier les contrôles inopinés, qui sont un moyen important de lutte contre le dopage, ou l'instauration du passeport biologique, qui est une véritable carte d'identité sur le plan de l'individu et de ça. De ce qui va permettre d'inventorier tous les paramètres qui ne doivent pas évoluer au cours du temps. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de politique efficace si on n'a pas les moyens de la mener. Peut-être, puisqu'on est dans une situation où on doit aussi discuter de ce qui peut être fait, et on s'aperçoit à travers les différents faits divers liés à quelques mises en cause de laboratoire, peut-être que ça serait intéressant qu'il y ait une incitation de toutes les autorités, qu'elles soient gouvernementales, sportives,
médiatique, économique, à inciter les laboratoires en termes de mécénat. Il y a une loi française qui est intéressante sur le plan de l'incitation à justement investir sur la lutte antidopage qui a besoin, pour être à minima dans son action, de 7 à 8 millions par an, comme c'est le cas actuellement, pour mener à bien la mission qui lui est dévolue par la loi. Et on peut penser qu'un financement via ceux qui peuvent aussi bénéficier d'une image améliorée grâce à une action de soutien pourrait effectivement améliorer la capacité. Ça représente un chiffre qui n'est pas très important par rapport au chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Alors, ça n'a rien à voir avec tous les aspects liés à la santé de l'ensemble de la population, mais il n'empêche que par rapport aux dégâts que ça peut faire, notamment lorsqu'il y a un contrôle antidopage sur un sportif qui est déstabilisé dans le sens de tout ce que ça peut induire comme aspect négatif vis-à-vis de la population, vis-à-vis du rêve des jeunes et vis-à-vis de l'image du sport. Je pense qu'il y a une piste à explorer là-dessus, mais pour répondre directement à votre question, il y aura effectivement pas jamais assez pour faire plus de contrôles et faire plus d'actions, de prévention aussi, pour lutter contre le dopage et lutter aussi contre la suspicion de dopage, parce que pour moi, je mets les deux toujours sur le même plan. Merci. Et vous, je crois avoir compris dans vos propos liminaires que vous écartiez, c'est votre droit le plus strict d'ailleurs, la pénalisation de l'acte de dopage. Enfin, le fait qu'un athlète se dope ne doit pas être pénalisé ou pénalisable. J'ai bien compris ou j'ai mal compris? Alors, j'ai dit que je n'étais pas favorable à une pénalité de type sanction disciplinaire, prison ou pénale. Par contre, j'étais favorable à une sanction financière parce que, quelque part, il y a un préjudice à l'égard de l'image du sport et ce préjudice-là justifie à un moment que quelqu'un qui a pu s'enrichir grâce à une performance sportive, et même s'il est sanctionné sur le plan sportif, parce que pour l'instant, le sportif convaincu de dopage ne peut être sanctionné que sur le plan sportif, il ne me semble pas illogique qu'il apporte une contribution financière, ne serait-ce qu'à faire en sorte que dans le futur, il y ait plus de moyens pour la lutte antidopage. En tout cas, il y a un préjudice à l'image du sport qui est indéniable. Ça ne me semble pas logique qu'il ne participe pas à la réduction de ce préjudice. L'intérêt de votre proposition, c'est d'abord qu'elle est originale, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu ça jusqu'à présent. Et deuxième... Non, de votre part, c'est la première fois qu'on en parle entre nous. Nous avons reçu déjà un certain nombre de responsables. Et c'était soit la sanction pénale, soit pas de sanction du tout. La solution intermédiaire que vous proposez, sanction financière sous forme d'amende ou pour réparation du préjudice porté à l'image du sport, d'une manière générale, c'est intéressant que vous l'ayez confirmé. Merci de l'avoir fait. Toujours sur ce registre, Président, j'enchaîne sur le registre des contrôles et des sanctions, parce que là aussi nous avons connu des appréciations divergentes entre les uns et les autres. Est-ce que vous pensez justement que les sanctions, par exemple, doivent échapper au mouvement sportif ou pas? Est-ce qu'elles doivent être externalisées? Est-ce qu'elles doivent relever, par exemple, de l'Agence française de lutte contre le dopage? Parce que certains donc considèrent que les fédérations ne peuvent pas être à la fois jugées parties en la matière. Le souci dont vous avez fait l'écho au début, qui était celui de comment on peut faire en sorte que ce soit cohérent et qu'il n'y ait pas de différence de traitement entre les disciplines, est effectivement un des paramètres à considérer dans le contexte actuel où chaque fédération est responsabilisée en matière de sanctions sportives. Alors, c'est bien qu'il y ait eu une harmonisation des sanctions, c'est déjà un canevas important par rapport à tout. Moi, ce qui me gêne dans le dispositif actuel, c'est qu'on puisse laisser
à penser que certaines fédérations pourraient être plus laxistes que d'autres en matière de sanctions. Et à un moment, il y a peut-être un intérêt à ce que ça soit externalisé. Alors maintenant, je vais prendre des précautions dans le mot externalisé pour définir ce qui peut être une piste de réflexion. Si on veut avoir un système efficace, il faut que l'on puisse le confier à des gens qui soient des experts, qui soient expérimentés, qui soient aussi des gens qui soient choisis par le mouvement sportif. Donc, si demain on devait avoir une cellule formée de personnes choisies, alors, et imaginons même au-delà, de manière paritaire entre la structure gouvernementale et le mouvement sportif, qui serait en charge d'eux. L'important, c'est qu'il y ait à l'intérieur des gens dont la compétence ne puisse pas être mise en cause. Et à ce moment-là, on ne pourrait pas dire non plus que le pouvoir sportif s'en défile. Il me semble qu'il faut veiller aussi à ce qu'on ne dise pas « oui, mais c'est un aveu de faiblesse, ils n'ont pas voulu prendre le problème à bras-le-corps ». Non, je crois que le problème doit être pris à bras-le-corps avec un mouvement sportif responsabilisé et responsable. Mais il peut être responsable sans être directement acteur. Et donc, par l'intermédiaire du choix éventuel des personnes qui seraient dans cette commission ou cette cellule, on l'appellera comme on voudra, il pourrait ainsi y avoir le lien entre les deux. C'est une piste à explorer. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, je dis que c'est une piste à explorer pour qu'il y ait à la fois de la cohérence, en tout cas qu'elle soit maximale, et pour que l'on évite aussi parfois de penser que certains sont mieux structurés ou plus volontaristes que d'autres. Merci. Stéphane Mazard. Oui, Monsieur le Président, vous avez souligné donc, notamment sur interrogation du président de la Commission, alors l'intérêt de demander des comptes d'un point de vue financier donc à ceux qui trichent. Est-ce qu'aujourd'hui le CNOSF se constitue partie civile dans des procédures qui concernent donc des sportifs qui se dopent et qui peuvent donc être poursuivis devant des juridictions, alors au travers notamment la pénalisation et les poursuites de trafic de produits dopants. Est-ce que tout à l'heure on a auditionné donc le président de la Fédération française de cyclisme qui disait que dans les affaires qui touchaient au cyclisme, systématiquement la Fédération française de cyclisme se constituer partie civile et solliciter les dommages et intérêts. Est-ce que dans les disciplines sportives qui relèvent donc du champ du CNOSF, est-ce que vous avez eu cette volonté de vous constituer partie civile et est-ce que ça pourrait être une démarche qui pourrait être entreprise? Si j'ai bien compris, vous l'avez dit vous-même, il s'agit de se constituer partie civile à l'encontre de ceux qui se livrent à un trafic, pas du sportif lui-même, on est bien d'accord. Et la loi punit celui qui se livre au trafic et pas le sportif. Moi, j'ai simplement indiqué qu'il me semblait nécessaire que le sportif, alors pas tous, évidemment, mais certains, ceux qui ont été les plus impactants par rapport à l'image du sport, puissent être poursuivis pour une sanction. Et je précise encore une fois, je ne suis pas juriste, donc je ne suis pas sûr qu'il ne puisse y avoir que les sanctions financières lorsque l'on porte plainte pour un cas de ce type. Mais si c'est possible, je ne trouverais pas inconvenant que quelqu'un qui a gagné de l'argent, voire beaucoup d'argent en étant dopé, eh bien, soit sanctionné financièrement par rapport à réparation du préjudice qu'il a fait subir au bien le plus précieux du sport, qui est son image, quand même, son image pour ce qu'il apporte à l'être humain. Donc, moi, ça ne me semble pas incompatible. Voilà. Alors maintenant, est-ce que le CNOSF s'est porté partie civile ou peut se porter partie civile? Si une fédération est directement concernée par un trafic et qu'elle le fait, ça n'est pas la peine que le CNOSF le fasse à sa place. Par contre, la fédération pourra toujours solliciter l'aide du CNOSF et c'est souvent comme ça que l'on agit aussi par l'intermédiaire d'une forme de mutualisation pour que le CNOSF soit avec ses services juridiques à ses côtés
pour l'aider à obtenir la réparation en question. Mais encore une fois, ce qui existe actuellement dans la loi est effectivement utilisé par la Fédération française de cyclisme, et c'est bien. Nous, on n'a pas à rajouter quelque chose. Ça ferait du trouble, je pense. Merci. Sauf si la Fédération le souhaitait. Et pourquoi pas? Merci. Alain Néry. Oui, Monsieur le Président, deux questions. La première, vous dites que vous êtes favorable à des sanctions financières. Est-ce que vous seriez favorable à ce que les... Pardon. Vous nous dites que vous êtes favorable à des sanctions financières. Est-ce que vous seriez d'accord pour que l'argent récupéré à travers la condamnation financière soit fléché pour la lutte contre le dopage, sur un fonds spécial pour la lutte contre le dopage? Mais pourquoi pas? En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir... Alors encore une fois, c'est laissé à l'appréciation d'un jury et ça ne doit pas être dans un objectif systématique, mais qu'il y ait la possibilité d'une sanction financière pour réparation d'un préjudice, celui de dégradation de l'image du sport. Et la lutte contre le dopage fait partie des éléments qui permettent l'amélioration ou la garantie du maintien de l'image du sport. Donc, pas de problème à ce qu'il y ait un fléchage sur la lutte antidopage. Moi, j'ai indiqué la participation de l'industrie pharmaceutique qui me paraissait être aussi une piste intéressante par rapport à ce que ça peut représenter en termes d'image positive. Est-ce que vous seriez aussi favorable à ce qu'il y ait un prélèvement sur les recettes de certains événements sportifs pour que ça fasse un appoint, un ajout au crédit sur la lutte antidopage? Je pense que les événements sportifs dits lucratifs sont aussi des éléments dont l'apport à la fois en termes économiques mais aussi en termes de cohésion sociale sont incontestablement des éléments centraux au niveau de la société. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été mis en œuvre en termes de solidarité, que ce soit la taxe sur la retransmission télévisée et autres. Il me semble que si on allait dans le sens que vous indiquez, on ferait un parallèle qui pourrait être dangereux entre la notion d'événement porteur médiatisé et le dopage. Donc je n'y suis pas favorable. Merci. Et enfin, ma dernière question. Moi, je pense que dans le cadre de la lutte contre le dopage, bien entendu, il faut maintenir les contrôles après les épreuves. Et on sait qu'il faut qu'ils soient faits très rapidement, si on veut qu'ils aient une certaine efficacité. Et deuxièmement, on sait aussi que les contrôles inopinés sont un des éléments majeurs d'efficacité dans la lutte contre le dopage. Or, un certain nombre de représentants de fédérations ou de sportifs ou de personnes qu'on a pu recevoir ici nous ont fait part de leur désaccord sur la mise en place systématique du contrôle inopiné qui serait pour eux des contraintes pratiquement insupportables dans le cadre de leur entraînement, dans le cadre des conditions, je fais l'entraînement, je ne peux pas participer à la totalité d'entraînement parce qu'il y a un contrôle antidopage ou parce que... Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, quand on veut lutter contre un fléau tel que le dopage, il faut s'en donner les moyens et accepter un certain nombre de contraintes? Alors, je vais faire une réponse en deux étapes. La première, c'est que je ne veux pas mettre en cause la représentation parlementaire, mais je vais quand même indiquer que le citoyen que je suis trouve que on fait parfois trop de lois pour les 2, 3 ou 4% ou 5% de gens qui, à un moment, créent un événement qui peut être gênant. Et donc, on fait une loi qui va pénaliser les 95% qui, eux, font bien leur travail et arrivent à bien fonctionner. Si je dis ça par rapport à la question, c'est pour indiquer qu'on est
comment dire, on est, je ne vais pas le dire là. On n'est pas dans un contexte où il faut se faire une généralité juridique. Voilà. Faisons en sorte qu'on ne soit pas dans la pénalisation contraire. Et la deuxième question, j'ai oublié, parce qu'il y avait deux paramètres. C'est la deuxième partie de la question, c'était quoi, Alain ? Sur les contrôles inopinés. Oui, alors, là aussi, c'est pareil. Il y a des fois où ça se passe parfaitement. C'est accepté. Moi, je crois que c'est le prix à payer. Je l'ai dit au début. Le système Adams est parfois critiqué. Il n'empêche qu'il y en a qui disent « j'y suis favorable ». On a toujours entendu un type comme Federer, c'est pas n'importe qui, dire moi, je trouve que c'est bien que ça existe et que je m'y soumette. Donc, il n'y a pas de comme ça. C'est pas autre chose que le souci de montrer que la performance qui peut être la sienne n'est due qu'à son talent et à son travail. Là où il y a eu quelques critiques, et moi j'en ai été aussi l'écho, c'est que parfois il peut y avoir un excès, mais encore une fois il faut relativiser les quelques fois où ça a pu se produire. Par exemple, chaque athlète doit indiquer l'endroit où il se trouve tel jour, dans telles conditions, etc. Et c'est vrai que parfois, un médecin préleveur peut arriver, sonner à la porte à 7 heures du matin, ne pas avoir de réponse et pas attendre suffisamment de temps. Et l'athlète est localisé comme n'étant pas présent. Et donc, peut être l'objet d'un warning par rapport à sa non-réponse à un engagement qu'il a pris précédemment. Oh, ça fait partie des choses que je disais sur la loi. C'est pas parce qu'il y a peut-être 2 ou 3% de cas qui se passent comme ça qu'on doit faire une généralité. Donc voilà, c'est. Bon, en tout cas, pour répondre de manière précise à la question, est-ce que c'est le prix à payer ? Oui, c'est le prix à payer. Au contrôle inopiné. Ah bah oui, incontestablement, oui. Oui. Je n'ai jamais émis le moindre doute sur l'utilité des contrôles inopinés et même le programme Adams qui va au-delà de ce qui était fait précédemment pour les contrôles inopinés, parce que contrôle inopiné, à l'époque où j'étais président, on donnait le lieu de stage et puis les médecins préleveurs arrivaient pendant un stage, mais on n'avait pas à dire tel jour, à telle heure, l'athlète est à tel endroit. Là, on est allé beaucoup plus loin que ce que l'on faisait dans les années 90. Mais plus loin ou beaucoup trop loin? Non, beaucoup plus loin. Non, beaucoup plus loin. Mais encore une fois, si on est allé aussi loin, c'est aussi pour garantir la probité du sport que les athlètes pratiquent. Et finalement, c'est aussi, pour certains, leur métier, pour d'autres, leur passion. Merci. Pour ceux dont c'est le métier, c'est aussi leur passion. Hein. Ça va de pair en général. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je vous pose cette question, notamment parce que maintenant, l'action internationale du sport relève du mouvement sportif lui-même. Ça fait partie des innovations récentes. Il va y avoir dans quelques semaines des élections pour la présidence de l'AMA. Comment appréciez-vous, que pensez-vous de la candidature éventuelle d'un compatriote? Je vais parler bien évidemment de Patrick Chamac. Non. On sait que tous les 6 ans, la présidence de l'AMA octroie soit à un représentant des autorités gouvernementales, soit à un représentant du mouvement sportif. Patrick Chamac a émis son souhait, son ambition de pouvoir prétendre à la présidence de l'AMA. Il a toutes les compétences pour cela. Le fait qu'il soit français n'est pas ni un élément d'appréciation favorable ni défavorable. Moi, je pense que sur le plan de la lutte antidopage, certes,
la nationalité peut être importante, mais c'est surtout la compétence de la personne. Donc Patrick est quelqu'un qui a l'expérience d'avoir été le médecin du CIO, d'avoir participé à toutes les commissions juridiques qui se sont réunies au cours du temps pour examiner tel ou tel cas. Donc au niveau de l'expérience, je crois que peu de gens ont la même que lui. Au niveau de la volonté et de l'engagement, il n'y a pas le moindre doute par rapport à la qualité de l'un et de l'autre. Et je crois que c'est surtout en termes de personnes qu'il faut juger extrêmement intéressante sa candidature et non pas simplement qu'en termes de nationalité. Le fait qu'il soit français, c'est un plus de fierté personnelle, enfin de fierté nationale, mais ce n'est pas un élément déterminant en soi. Et une dernière question, parce que nous avions eu, je dirais, ensemble, le CNOSF et le Sénat, la volonté de mettre en place le passeport sanguin précédé d'un groupe de travail, en vue effectivement de favoriser sa mise en place à compter du 1er juillet prochain. Est-ce que vous pensez qu'on sera prêt? Si on ne l'est pas loin. Enfin, j'ai un peu une question. Je n'ai pas regardé l'état actuel des travaux et donc j'ai un peu de mal à déterminer précisément la réponse à la question. Si monsieur le sénateur me permet de lui apporter l'élément plus précis de réponse une fois que j'aurai pris connaissance de la réalité exacte des travaux, je préfère ne pas répondre précisément plutôt que de répondre quelque chose qui serait erroné. Qu'on veuille bien me pardonner. Il vient de me dire discrètement à l'oreille, il est absous. Je ne connaissais pas les grandes qualités, j'ai failli dire du père Lozac, mais qui prononce des absolutions comme ça en direct. Quelques mots de conclusion, si vous le voulez bien, Président. On vous écoute. Si vous en avez une, si vous le souhaitez. Oui. Je crois, sincèrement, c'est vrai qu'il y a des aspects pervers, négatifs, qui sont préoccupants et qui menacent l'existence même du sport. Il n'y a pas que le dopage, la corruption, la violence, d'autres aspects sociétaux qui malheureusement existent, le racisme, nécessitent que les autorités sportives fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour, en concertation avec les autres parties prenantes, aussi bien les autorités politiques que le monde économique, que le monde médiatique et tous ceux qui sont concernés par le sport, puissent apporter le maximum pour préserver l'intégrité du sport, l'intégrité des sportifs, parce que c'est quand même quelque chose qui est un bien précieux de l'humanité et qui est un élément essentiel des sociétés, quelles qu'elles soient et quelle qu'en soit leur histoire. Mais que je regrette parfois, c'est que de la même manière qu'on met plus facilement en avant les trains qui déraillent que ceux qui sont à l'heure, parfois l'image du sport soit ternie par quelques affaires qui existent, et il ne faut pas le nier, alors qu'elles ne représentent qu'une infime partie de ce que l'ensemble des pratiquants peuvent exprimer, et que quelque part, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sanctions financières par rapport au préjudice, même si jamais une sanction financière ne réparera le préjudice subi, quelle qu'en soit la victime, il n'empêche que c'est pour sensibiliser aussi au fait que ce qui est dans le sport, l'apport le plus important, ce qu'il apporte à l'épanouissement de l'être humain, et quel que soit le niveau auquel celui-ci le pratique, ça ne doit pas passer au second plan par rapport aux aspects pervers. C'est un peu ça. On parle beaucoup
des aspects pervers. C'est vrai qu'il faut lutter contre, mais ça n'est pas l'essentiel de l'activité sportive, et fort heureusement. Donc, mon job, comme celui de mes collègues, c'est aussi de promouvoir ce qui est positif dans l'activité qui est la nôtre, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 80% des Français qui, un jour ou l'autre, ont été licenciés dans un club, qui a 15 millions de personnes qui le sont actuellement, et que, grâce à l'action de 3 millions de bénévoles, on peut faire en sorte qu'il y ait des hommes et des citoyens grâce au sport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va mettre fin à notre après-midi de travail. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. Me permettre, je ne suis pas écrivain à mes heures, mais de temps en temps, il faut bien qu'on mette des idées en place dans un livre. Alors j'ai eu le plaisir de rédiger avec Pascal Boniface un livre qui s'appelle « Le sport, c'est bien plus que du sport ». Vous en avez peut-être entendu parler. C'est à la fois... il y a quelques pages sur l'expérience personnelle et la vie qui a été la mienne, mais il y a surtout quelques perspectives qui ne peuvent pas vous laisser indifférent par rapport à l'organisation du sport dans notre pays. Le fait qu'il a une importance transversale qui me semble être insuffisamment reconnue. Je rêve un jour que l'on puisse organiser les Jeux, non pas pour le plaisir de les organiser, mais parce que je trouve que le message qui a été fait par nos amis londoniens d'inspirer une génération est quelque chose d'exceptionnel, et que le vrai problème que l'on a, c'est que demain, les jeunes fassent du sport, parce que le fait qu'il y en ait 1 sur 3 qui n'en fasse pas, et 1 sur 2 dans les quartiers difficiles, doit être une préoccupation de tous les instants. J'ai commencé par ça, et je pense qu'il faut que je finisse par ça. Merci de ce message. Voilà pour l'audition de